Pourquoi une île au milieu d'un fleuve défendue par une poignée d'hommes est-elle devenue le tombeau des ambitions de la plus grande armée de barbares que l'Europe ait jamais connue? Et comment se fait-il que les chroniques monastiques, rédigées 1 an avant le siège, décrivent des visions prophétiques de rivières de sang et de dragons de bois submergeant Paris, des avertissements que la cour impériale a balayés d'un revers de main méprisant? L'histoire du siège de Paris n'est pas celle d'une simple bataille, c'est le diagnostic d'un empire à l'agonie. Le IXe siècle touche à sa fin, et l'ombre colossale de Charlemagne ne suffit plus à masquer la pourriture qui ronge les fondations de son œuvre. Le grand empire des Francs, jadis un monolithe de puissance, est désormais une mosaïque fracturée, un champ de bataille pour les ambitions mesquines de ses petits-fils. Charles le Chauve, Lothaire, Louis le Germanique, leurs noms résonnent comme les coups de hache qui ont dépecé l'héritage, laissant des frontières saignantes et un pouvoir centralisé en ruine. C'est dans ce vide, dans cette paralysie politique, que s'engouffre un vent glacé venu du Nord. Un vent porteur de sel, de sang et d'une faim insatiable. Les hommes du Nord, que les Francs nomment Normands et que l'histoire retiendra sous le nom de Vikings, ne sont pas de simples pillards. Ce sont les prédateurs ultimes d'un écosystème en décomposition. Ils ont compris la géographie de la faiblesse franque mieux que les rois francs eux-mêmes. Les fleuves, artères vitales de l'Empire, deviennent pour eux des autoroutes d'invasion. La Seine, la Loire, la Garonne ne sont plus des voies commerciales, mais des chemins de terreur menant droit au cœur des richesses. Leurs navires, les dracars, sont des chefs-d'œuvre de technologie prédatrice, des serpents de bois aux faibles tirants d'eau, capables de frapper loin à l'intérieur des terres et de disparaître avant que la moindre armée ne puisse être rassemblée. Ils ne cherchent pas la conquête, du moins pas encore. Ils cherchent le butin. Et l'empire en décomposition est une proie facile, un corps affaibli dont on peut arracher les membres un par un. Rouen brûle. Nantes est mise à sac. Les monastères, coffres-forts spirituels et matériels du royaume sont éventrés, leurs trésors fondus, leurs manuscrits dispersés aux 4 vents. Chaque raid est une démonstration de l'impuissance carolingienne. Chaque tribu versée pour acheter une paix précaire n'est qu'une invitation à revenir, plus nombreux, plus audacieux. L'empire carolingien craignait les dragons du Nord sans se rendre compte que le principal ennemi était assis sur le trône et non sur un drakkar. En l'an 845, une première onde de choc avait déjà secoué Paris. Un chef au nom semi-légendaire, Ragnar Lodbrok, avait remonté la Seine avec 120 navires. Il avait pris la ville sans grande résistance, pendu 111 soldats francs sur une île en guise d'offrande à Odin, et n'avait accepté de partir qu'en échange de 7000 livres d'argent. Un tribut colossal, une humiliation gravée dans la mémoire collective. Mais les leçons du passé sont des livres que les dirigeants condamnés par l'histoire ne lisent jamais. Charles le Chauve a payé. Il a payé pour sauver les murs de Paris, mais il a vendu l'honneur de son royaume. Il a montré au monde viking que la Francie était riche, faible et prête à échanger son or contre sa propre survie. Le sang attire les requins et l'argent attire les vikings. L'humiliation de 845 n'a pas apaisé leur faim. Elle l'a simplement transformée en une certitude. La Francie était un verger aux fruits d'or gardé par des épouvantails. 40 ans plus tard, une nouvelle génération de guerriers, plus nombreuse, mieux organisée et infiniment plus ambitieuse, se souvient de l'argent de Ragnar. Ils ont vu l'Angleterre se mettre à genoux, ils ont goûté au sang des rois saxons. Maintenant, leurs yeux se tournent de nouveau vers le sud, vers le fleuve qui mène au cœur battant, bien que malade, du royaume des Francs. L'argent facile d'hier a engendré la tempête de demain. L'argent facile d'hier a engendré la tempête de demain et cette tempête se rassemble désormais à l'embouchure de la Seine. Ce n'est plus une expédition de pillage, c'est une migration de guerre. La grande armée païenne, cette confédération de bandes vikings qui a mis l'Angleterre à feu et à sang pendant plus d'une décennie, a subi un revers. Le roi Alfred du Wessex, un monarque aussi tenace qu'intelligent, a réussi à stopper leur avancée. Vaincus mais non anéantis, les chefs vikings cherchent une nouvelle proie, une terre plus facile à saigner. Leurs regards se tournent unanimement vers la Francie, la terre du grand tribut, la terre promise par les récits des anciens. La rumeur enfle dans les ports et les campements du nord, de la Scandinavie au Danelaw anglais.
Une flotte comme on n'en a jamais vu se rassemble. Les chroniques franques, tremblantes d'effroi, parlent de 700 navires, un chiffre sans doute exagéré par la peur, mais qui témoigne d'une concentration de forces sans précédent. 30 000, peut-être 40 000 guerriers, avec leurs familles, leurs forgerons, leurs esclaves. Ce n'est plus un raid, c'est une nation flottante qui met le cap sur le cœur du royaume franc. Que ressentiriez-vous, debout sur la rive, en voyant l'horizon s'effacer derrière une forêt de mâts, en entendant le clapotis de milliers de rames et le grondement sourd de dizaines de milliers de voix parlant une langue de glace et de fer? C'est une vision d'apocalypse. Chaque drakkar est une merveille d'efficacité. Construit à clin, souple et résistant, il peut naviguer en haute mer comme remonter le courant d'un fleuve peu profond. Sa voile carrée lui permet de capter le vent, mais sa véritable force réside dans ses rangées de rameurs qui le transforment en une bête indépendante des caprices de la météo, un prédateur capable de remonter le courant plus vite qu'un cheval au galop sur la berge. Ces serpents de mer ne sont pas seulement des navires, ils sont l'incarnation de la stratégie viking. La vitesse, la surprise, la capacité à apparaître là où personne ne les attend. Les Francs, héritiers de la tradition militaire romaine, pensent en termes de légions, de routes et de forteresses terrestres. Ils sont impuissants face à un ennemi qui maîtrise le temps et l'espace fluvial. Ils tentent bien de réagir. Près de Pont-de-l'Arche, en amont de Rouen, ils ont érigé des ponts fortifiés, des barrages destinés à briser l'élan de toute flotte ennemie. Mais face à la grande armée, ces défenses sont aussi dérisoires qu'une toile d'araignée face à un troupeau de bisons. Les Vikings débarquent, prennent les forts d'assaut depuis la terre ferme, massacrent les garnisons, incendient les structures et poursuivent de leur route. Chaque obstacle est balayé, chaque tentative de résistance ne fait qu'ajouter au butin et à la fureur des envahisseurs. La nouvelle de leur avancée se propage comme un incendie en forêt. La panique s'empare des campagnes. Les paysans abandonnent leurs champs, leurs villages, leurs biens et fuient en désordre vers les villes fortifiées, emportant avec eux des récits terrifiants de massacres, de pillages et de profanations. Les monastères sont vidés en hâte, les reliques des saints emballées et envoyées vers l'intérieur des terres, loin de la souillure des païens. Le fleuve, autrefois source de vie et de commerce, est devenu une artère de la peur, charriant les cadavres et les débris des villages incendiés. Sous le commandement d'un chef rusé nommé Siegfried, qui valorise l'argent plus que la gloire, la flotte progresse sans rencontrer d'opposition sérieuse. Il ne se presse pas. Il pille méthodiquement les deux rives de la Seine, accumulant un trésor colossal, amassant des vivres pour un long siège. Ils savent où ils vont. Leur objectif n'est pas Rouen, déjà une coquille vide, ni les abbayes déjà pillées. Leur objectif est la clé de voûte de la Francie occidentale, le carrefour stratégique, le lieu du grand tribut de 845. Paris est le dernier obstacle sur leur chemin, et à leurs yeux, ce n'est aucune question de temps avant que ses murs ne cèdent et que son or ne remplisse leurs coffres. Paris est le dernier obstacle, mais ce n'est plus tout à fait la ville sans défense que Ragnar Lodbrok avait cueillie 40 ans plus tôt. La leçon, bien que mal apprise par les rois, a été retenue par les seigneurs locaux. Le Paris de la fin du IXe siècle est une forteresse en devenir, concentrée sur l'île de la Cité. Ce n'est pas encore la capitale resplendissante des siècles à venir, mais un bastion stratégique, un verrou posé au milieu de la Seine. Sa force ne réside pas dans sa taille, mais dans sa géographie. L'île est une citadelle naturelle, mais sa véritable défense repose sur ses deux ponts. Au nord, le grand pont, reliant l'île à la rive droite. Au sud, le petit pont, la reliant à la rive gauche. Ces ponts ne sont pas de simples passerelles, ce sont des lignes de vie et des murs. Sans eux, la ville est isolée, affamée. Pour les contrôler, 2 tours de garde ont été érigées à leurs extrémités continentales. Celle du petit pont est une solide tour de pierre. Mais celle du grand pont, le point d'attaque le plus probable, est encore en construction. Une structure de bois vulnérable, un talon d'Achille que les défenseurs s'efforcent de renforcer dans une course contre la montre désespérée. À la tête de cette résistance improbable se trouvent 2 hommes que tout oppose, mais que le péril a unis. Le premier est le comte Eudes, fils de Robert le Fort, un aristocrate guerrier, pragmatique et courageux. Il n'est pas encore roi, mais il a le charisme et la volonté d'un souverain. Le second est l'évêque Gozlin,
un prince de l'Église qui n'hésite pas à troquer la crosse contre l'épée. Guerrier dans l'âme, il incarne cette Église militante de l'âge sombre, où la défense de la foi passe aussi par la défense des murailles. Ensemble, ils sont l'âme de la résistance parisienne. Ils refusent d'écouter les voix qui prônent la fuite ou la soumission. Pour eux, abandonner Paris, c'est abandonner le royaume. Mais leur courage se heurte à une réalité brutale. Contre les dizaines de milliers de Vikings qui approchent, combien de soldats peuvent-ils aligner? Les chroniques parlent de 200 guerriers, peut-être quelques centaines de plus. Une garnison squelettique, une plaisanterie face à la marée humaine qui s'apprête à déferler. À ces professionnels s'ajoutent les milices citoyennes, des marchands, des artisans, des paysans réfugiés, armés de haches, de fourches, de tout ce qui peut couper ou percer. Ils ont la rage du désespoir, la volonté de défendre leur foyer et leur famille. Mais ils n'ont ni l'entraînement, ni l'équipement des guerriers du Nord. La guerre, ce n'est pas seulement une affaire de courage, c'est avant tout une affaire de chiffres. Et les chiffres sont écrasants. En novembre 885, la flotte viking arrive en vue de Paris. Le spectacle est conçu pour terrifier. 700 navires, si l'on en croit le moine Abon, témoin oculaire des événements, couvrent le fleuve sur des lieues. L'horizon n'est plus qu'une forêt de mâts ornés de têtes de dragons grimaçantes. Le bruit de leur approche est un grondement sourd, un mélange de chants de guerre, de tambours et du cliquetis des armes. C'est une démonstration de force brute, une opération de guerre psychologique destinée à briser le moral des défenseurs avant même le début des combats. Siegfried, le chef viking, est un fin stratège. Il sait que la peur est une arme plus efficace qu'une hache. Il envoie des émissaires pour proposer un marché. La proposition est simple, presque généreuse en apparence. Laissez-nous simplement passer, laissez-nous remonter le fleuve pour piller les terres riches de la Bourgogne et Paris sera épargné. C'est une tentation immense, sauver sa propre ville en sacrifiant une province lointaine. Mais Eudes et Gozlin ne sont pas dupes. Ils savent que la parole d'un chef viking en quête de butin ne vaut rien. Ils savent aussi qu'ils sont le dernier rempart. Si Paris cède, la route vers le cœur du royaume sera grande ouverte. La réponse de l'évêque Gozlin, rapportée par Abon, est cinglante. Cette cité, nous l'avons reçue en garde de notre empereur Charles. Nous la défendrons pour lui. Si par malheur elle vous était livrée, ce serait à notre honte éternelle. Le refus est audacieux, presque suicidaire. Il scelle le destin de la ville. Les émissaires repartent, la diplomatie a échoué. La ville se tait. Les portes sont barricadées, les remparts garnis. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant valide a un rôle à jouer, transporter des pierres, faire bouillir de l'huile et de la poix, préparer des bandages. Dans les églises, les prières montent vers un ciel qui semble sourd. Sur la scène, les Vikings préparent leurs machines de siège. L'attente est insupportable, plus terrible encore que la bataille elle-même. La ville retient son souffle, un souffle qui sent déjà le fer et le feu. L'inévitable est sur le point de se produire. Qui est le plus à blâmer pour le désastre à venir? Les Vikings, qui agissent selon leur nature de prédateurs, ou les dirigeants francs, dont les querelles ont laissé leur royaume sans défense. Faites votre choix et expliquez-le dans les commentaires. Votre avis nous intéresse. Le 26 novembre de l'an 885, le silence angoissé qui pesait sur Paris est brisé. Au lever du jour, un cri de guerre immense s'élève du camp viking, un hurlement qui semble faire trembler les pierres de la cité. Le premier assaut est lancé d'une violence inouïe. Les Vikings ne font pas dans la finesse. Ils jettent toute leur force dans la bataille, persuadés de pouvoir emporter la ville en quelques heures. C'est un déferlement de fureur, un chaos organisé de feu et d'acier. Leur arsenal est celui de tous les assiégeants de l'histoire. Des catapultes qui projettent d'énormes pierres contre les remparts, des béliers montés sur roues pour défoncer les portes, et des échelles pour escalader les murs. Mais leur coup principal, leur effort le plus concerté, est dirigé contre le point faible qu'ils ont identifié. La tour en bois, encore inachevée, qui garde l'accès au grand pont sur la rive droite. C'est là que se joue le sort de Paris. Si la tour tombe, le pont est à eux et la porte de l'île est ouverte. La bataille pour cette tour devient une épopée sanglante. Pendant 2 jours et 2 nuits, les vagues d'assaut vikings se succèdent sans relâche. Les guerriers du Nord, protégés par leurs grands boucliers ronds, avancent en formation serrée.
les fameux murs de boucliers, sous une pluie de flèches, de pierres et de javelots tirés depuis les remparts. Ils sont des milliers, animés par la promesse du butin et la ferveur guerrière. Face à eux, une poignée de France se bat avec l'énergie du désespoir. Le comte Eudes et l'évêque Gozlin ne dirigent pas la défense depuis l'arrière. Ils sont en première ligne, leurs armures couvertes de sang et de sueur, leurs épées et leurs haches se levant et s'abaissant dans un rythme mortel. Leur présence galvanise les défenseurs. Chaque soldat, chaque milicien se sent l'égal d'un héros de chansons de geste. Ils se battent pour leur vie, leur famille, leur foi. Le moine Abonne, dans son poème épique, décrit des scènes d'une brutalité et d'un courage à peine croyables. Des guerriers francs qui, une fois leur lance brisée, se battent avec les tronçons. Des vikings qui parviennent à grimper aux échelles pour être aussitôt précipités dans le vide, empalés sur les pieux disposés au pied de la tour. L'air est saturé de cris, du fracas du métal, de l'odeur du sang et de la fumée. Les assaillants ne manquent pas d'ingéniosité. Ils construisent d'immenses tours de siège roulantes, plus hautes que les remparts, depuis lesquels leurs archers peuvent cribler les défenseurs de flèches. Mais les Parisiens ont une arme redoutable, le feu. Ils font pleuvoir sur les machines de guerre des torrents d'huile bouillante, de pois enflammés et de graisse fondue, qui transforment les structures de bois en torches gigantesques. Les cris des hommes brûlés vifs s'ajoutent à la cacophonie de la bataille. Face à la résistance acharnée des défenseurs de la tour, les Vikings tentent une autre tactique. Ils chargent 3 de leurs navires de matériaux inflammables, y mettent le feu et les lancent contre les arches en bois du grand pont, espérant l'incendier et isoler la tour du reste de la ville. C'est une manœuvre audacieuse, mais les Parisiens réussissent, sous une grêle de projectiles, à éteindre les flammes et à sauver le pont. La férocité de la défense est telle qu'elle force les Vikings à reculer. Après 2 jours de carnage, l'assaut est repoussé. Les pentes devant la tour sont jonchées de cadavres, les eaux de la Seine sont rougies par le sang. Les Parisiens ont gagné un répit, mais à un prix terrible. Leurs rangs sont décimés, les blessés sont nombreux, les munitions s'épuisent. Ils ont montré aux Vikings qu'ils ne se rendraient pas, mais ils savent que ce n'était que le premier acte. Le monstre n'est que blessé, sa fin n'en est que plus grande. Le premier assaut a échoué. Les murs ont tenu, mais dans cette victoire désespérée, une question se pose. Qu'est-ce qui motive le plus un homme à se battre jusqu'à la mort? La loyauté envers un roi et un pays, ou la défense de sa propre maison et de sa famille? Partagez votre opinion dans les commentaires. L'échec du premier assaut a coûté cher aux Vikings, non seulement en hommes, mais aussi en prestige. Ils avaient sous-estimé la détermination des Parisiens. Siegfried et ses chefs comprennent qu'une attaque frontale contre des défenseurs aussi résolus est un suicide. Ils changent alors de stratégie. Puisque la bête ne peut être tuée d'un seul coup, ils vont l'étouffer lentement. La fureur de l'assaut cède la place à la patience cruelle du blocus. La guerre change de visage. Le fracas des armes est remplacé par un silence menaçant. Les Vikings établissent un camp fortifié sur la rive droite, autour de l'abbaye de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ils se transforment de guerriers en geôliers. Ils contrôlent le fleuve en amont et en aval, coupant toute voie d'approvisionnement. Paris est désormais une île prisonnière, un îlot de résistance dans un océan d'ennemis. Pour les assiégés, une nouvelle forme de guerre commence, plus insidieuse et plus terrible que la précédente. La guerre d'usure. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. L'hiver s'installe, un allié froid et impartial qui frappe les 2 camps. Mais les Vikings peuvent piller les campagnes environnantes pour se nourrir, tandis que Paris, surpeuplé de réfugiés, voit ses réserves de nourriture diminuer à une vitesse effrayante. La faim, cet ennemi invisible et implacable, commence son œuvre de destruction. D'abord une gêne, puis une obsession, elle finit par devenir une agonie quotidienne. Les rations sont réduites, puis réduites encore. On mange les chevaux, les chiens, les chats et bientôt les rats. Le pain est fait avec de la sueur et des racines. Les visages se creusent, les corps s'affaiblissent. Le soldat qui avait repoussé 10 Vikings sur la muraille peine désormais à soulever sa propre lance. La bravoure ne peut rien contre un estomac vide. Après la faim vient sa sœur jumelle, la maladie. Le manque de nourriture, l'hygiène déplorable dans une ville assiégée, les cadavres qu'on ne peut plus enterrer correctement créent un terrain fertile pour les épidémies.
La peste, comme l'appellent les chroniqueurs, s'abat sur la ville, elle frappe sans discernement, les nobles comme les manants, les guerriers comme les enfants. La mort n'est plus seulement sur les remparts, elle est dans chaque maison, dans chaque ruelle. L'un des premiers à tomber est l'évêque Gozlin, l'âme de la défense. Il meurt d'épuisement et de maladie, laissant le comte Eudes seul pour porter le fardeau du commandement. Sa mort est un coup terrible pour le moral des Parisiens. Si même leur chef spirituel, leur roc, peut être emporté, quel espoir leur reste-t-il? Les Vikings, de leur côté, ne restent pas inactifs. Ils comprennent que le moral est une forteresse aussi importante que les murs de pierre. Ils mènent une guerre psychologique implacable. Régulièrement, ils organisent des exécutions de prisonniers capturés lors des raids précédents, juste en face des remparts. Les Parisiens sont contraints d'assister au supplice de leurs compatriotes impuissants. Ils lancent des insultes, des moqueries, promettant le même sort à tous les habitants de la ville. Ils construisent de nouvelles machines de siège, lentement, méthodiquement, sous les yeux des assiégés, pour leur rappeler que le répit n'est que temporaire. Le désespoir commence à s'infiltrer dans les cœurs les plus vaillants. Les murmures se répandent dans la ville. À quoi bon continuer? L'empereur nous a-t-il abandonnés? Ne vaudrait-il pas mieux se rendre et sauver ce qui peut encore l'être? Chaque jour qui passe, la question devient plus pressante. La seule chose qui maintient encore la ville debout est une lueur d'espoir de plus en plus faible tournée vers l'Est. L'espoir que l'empereur Charles le Gros, le souverain de cet immense empire, finira par rassembler son armée et viendra les délivrer. Chaque matin, des vigies scrutent l'horizon, cherchant le scintillement des bannières impériales. Mais l'horizon reste désespérément vide. Le temps est devenu leur pire ennemi, une mèche qui se consume lentement, menant à l'explosion finale ou à l'extinction totale. L'horizon reste désespérément vide, car pendant que Paris se vide de son sang, la cour impériale vit dans un autre monde. L'empereur Charles III, surnommé le Gros, règne sur un territoire qui rappelle l'empire de son arrière-grand-père Charlemagne. Il est roi de Francie orientale, de Francie occidentale, roi d'Italie et porte le titre impérial. Sur le papier, il est l'homme le plus puissant d'Europe, le chef d'une formidable machine de guerre capable d'écraser n'importe quelle armée viking. Mais la réalité est bien différente. L'Empire est un colosse aux pieds d'argile et l'empereur est un homme malade, faible et indécis. Son obésité est le symptôme visible d'une maladie plus profonde, peut-être l'épilepsie, qui le plonge dans des périodes de léthargie et de confusion. Il est incapable de prendre des décisions rapides, constamment influencé par une cour de conseillers rivaux qui se livrent à des intrigues sans fin. Le pouvoir, pour Charles, n'est pas un instrument, c'est un fardeau. Son immense armée, la plus grande de la chrétienté, est stationnée en Germanie, loin de Paris. Pourquoi ? Parce que les priorités de l'empereur ne sont pas celles des Parisiens. Il est plus préoccupé par les révoltes de ses propres ducs en Bavière ou en Souabe que par une incursion de païens sur la Seine. Paris, pour lui, n'est qu'une ville parmi d'autres. Et le comte Eudes, un aristocrate ambitieux dont il se méfie. Le drame des Parisiens est un problème lointain, une nuisance qui sera traitée en temps voulu. C'est dans ce contexte que le comte Eudes prend une décision d'une audace folle. Voyant sa ville mourir à petit feu, il décide d'aller chercher l'aide lui-même. Une nuit, profitant de l'obscurité et d'une météo favorable, il se glisse hors de la ville avec une petite escorte. Il accomplit l'impensable, traverser le camp viking sans être repéré. C'est une mission suicide. Chaque ombre est une menace, chaque bruit peut signifier la mort. Mais il réussit. Une fois en terrain découvert, il chevauche à bride abattu vers l'est, vers le lieu où se trouve l'empereur. Son voyage est une course contre la mort, une supplique sur deux jambes. Quand il arrive enfin à la cour impériale, il trouve un monde de luxe, d'étiquette et d'indifférence. Il plaide sa cause avec passion, décrivant l'héroïsme de ces hommes, la souffrance des femmes et des enfants, la menace qui pèse sur tout le royaume si Paris tombe. Charles le Gros est touché, ou du moins il semble l'être. Il promet d'agir. Il jure qu'il rassemblera l'host impérial et qu'il marchera sur Paris pour anéantir les païens. Eudes repart avec cette promesse, le cœur rempli d'un espoir renouvelé. Il réussit une seconde fois l'exploit de traverser les lignes ennemies pour rentrer dans Paris et annoncer la bonne nouvelle.
L'arrivée imminente de l'empereur redonne un souffle de vie aux défenseurs épuisés. Ils tiennent bon, endurant la faim et la maladie, galvanisés par la certitude de leur délivrance. Mais les semaines passent, puis les mois, et l'aide promise n'arrive pas. Que se passe-t-il à la cour ? La promesse de l'empereur s'est enlisée dans les marécages de la politique. Ses conseillers le persuadent de temporiser. Rassembler l'armée prend du temps. Il y a d'autres menaces plus pressantes. Peut-être que les Vikings se lasseront et partiront d'eux-mêmes. Chaque jour de retard à la cour est un jour de mort à Paris. La trahison de Paris n'est pas un acte délibéré, c'est le résultat d'une négligence criminelle, d'une incapacité pathologique à gouverner. L'Empire n'est plus un corps unifié réagissant à une blessure, c'est un organisme paralysé dont le cerveau ne contrôle plus les membres. La tragédie de Paris met en lumière la faillite totale du système carolingien. Le roi qui n'est pas venu n'est pas seulement un lâche, il est le symbole d'une époque révolue, un fantôme assis sur un trône trop grand pour lui. Et pendant ce temps, à Paris, l'espoir commence à se transformer en une amère certitude. Ils sont seuls. Cette terrible prise de conscience s'abat sur Paris durant l'été 886. Presque un an de siège, un an de faim, de maladies et de combats sporadiques. Mais l'incroyable se produit enfin. Des éclaireurs rapportent des mouvements de troupes à l'est. Ce n'est plus une rumeur, c'est une certitude. L'armée impériale est en marche. Une immense armée dirigée par le plus puissant duc de l'empereur, Henri de Franconie. L'allégresse qui s'empare de la ville est indescriptible. Les cloches des églises, silencieuses depuis des mois, sonnent à toute volée. Les défenseurs, décharnés mais exaltés, montent sur les remparts, non plus pour combattre, mais pour acclamer leur libérateur. Ils s'attendent à une bataille finale, une charge apocalyptique qui lavera dans le sang l'affront fait à la chrétienté. Ils imaginent déjà les légions franques écrasant le camp viking, vengeant les morts, libérant la ville. La fin du cauchemar est à portée de main. L'avant-garde impériale arrive et l'empereur lui-même suit peu après. L'armée franque établit son camp sur les hauteurs de Montmartre, dominant la ville et le campement des Normands. La scène est prête pour l'affrontement décisif. Les Parisiens retiennent leur souffle, attendant l'ordre d'attaque qui ne vient jamais. Les jours passent, les deux armées se font face, s'observent, mais ne bougent pas. Que se passe-t-il ? Charles le Gros, fidèle à sa nature, refuse le combat. Il a vu la taille du camp viking, leur position bien fortifiée. Une bataille serait coûteuse, risquée. Pourquoi verser le sang de ces précieux nobles quand une autre solution, plus simple, existe ? Au lieu de convoquer ses généraux, il convoque ses diplomates. Il entame des négociations avec Siegfried. La stupeur des Parisiens se transforme en incrédulité, puis en une rage froide. Ils ont tenu 1 an sacrifier des milliers de vies, endurer l'enfer, pour voir leur empereur parlementer avec l'ennemi. Le résultat des négociations dépasse les pires cauchemars des défenseurs. C'est un chef-d'œuvre de lâcheté et de cynisme politique. Charles le Gros accepte de payer un tribut aux Vikings pour qu'ils lèvent le siège de Paris. La somme est fixée à 700 livres d'argent, une fortune. L'empereur, qui n'a pas trouvé les ressources pour envoyer une armée à temps, trouve sans peine les fonds pour récompenser les bourreaux de son peuple. Il achète le départ de l'ennemi, validant ainsi la stratégie viking. Le pillage et la terreur sont des activités rentables. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Il y a une clause dans le traité, une clause si monstrueuse qu'elle semble à peine croyable. Les Vikings se plaignent que le pillage de la vallée de la Seine n'a pas été assez fructueux. Charles le Gros, au lieu de les chasser, leur donne une autorisation officielle. Il les autorise à remonter la Seine, à passer devant Paris pour aller piller la Bourgogne. Pourquoi la Bourgogne ? Parce que cette province s'est récemment révoltée contre son autorité. L'empereur des Francs utilise l'armée des païens comme des mercenaires pour punir ses propres sujets rebelles. C'est le fond de l'abîme. Il ne trahit pas seulement Paris, il trahit l'idée même de royaume. Il paie l'ennemi avec son argent et le déchaîne sur son propre peuple. Pour les Parisiens qui regardent depuis leurs remparts, le spectacle est surréaliste. Ils voient la flotte viking, celle qui les a assiégés pendant 1 an, lever l'ancre, non pas pour fuir, mais pour passer tranquillement sous leur pont, saluant ironiquement la garnison, en route pour une nouvelle campagne de pillage avec la bénédiction de l'empereur. C'est le prix de la survie.
un prix payé avec de l'argent et du déshonneur. La paix a été achetée, mais la victoire est une défaite morale absolue. L'empereur a sauvé les murs de la ville, mais il a détruit l'âme du royaume. Confronté à un choix impossible, un dirigeant doit-il opter pour une paix humiliante qui sauve des vies ou pour une guerre héroïque qui risque l'anéantissement total? Votre dilemme moral dans les commentaires. Les dracars vikings s'éloignent sur la Seine, laissant derrière eux une ville meurtrie mais intacte et un royaume moralement en ruine. Paris est sauvé, mais l'Empire est mort. L'acte de Charles le Gros n'est pas perçu comme une manœuvre politique habile, mais comme la trahison ultime, une tache indélébile sur l'honneur de la couronne. La nouvelle de l'accord honteux se répand comme une traînée de poudre à travers la Francie. L'indignation est immense. L'aristocratie, les guerriers qui avaient répondu à l'appel de l'empereur en s'attendant à combattre, se sentent floués et humiliés. Comment peuvent-ils encore prêter allégeance à un souverain qui paie l'ennemi pour qu'il pille ses propres terres? La légitimité de Charles le Gros, déjà fragile, s'effondre complètement. Il a démontré au monde entier qu'il n'était pas un chef de guerre ni même un roi, mais un simple administrateur de la défaite. Un an plus tard, en 887, l'inévitable se produit. Une diète d'empire est convoquée à Tribure. Les grands seigneurs du royaume, fatigués de sa faiblesse et de son incompétence, le déposent. Il n'y a pas de guerre civile, pas de grande bataille. Le pouvoir lui est simplement retiré, comme on enlève un jouet à un enfant. Isolé, malade et abandonné de tous, Charles le Gros meurt quelques mois plus tard dans l'oubli. Avec lui s'éteint la dernière lueur de l'empire unifié de Charlemagne. Le colosse s'effondre pour de bon. La Francie orientale, la Francie occidentale, la Lotharingie, l'Italie, la Bourgogne, chaque royaume choisit son propre roi, brisant définitivement le rêve d'un empire chrétien universel. Le siège de Paris a agi comme un catalyseur, accélérant une décomposition déjà bien entamée. C'est au milieu de ces ruines que naît une nouvelle force. En Francie occidentale, les seigneurs se souviennent de l'homme qui n'a pas fui, de celui qui a tenu tête aux Normands pendant un an. Alors que l'empereur trahissait, lui se battait. Le comte Eudes de Paris, le héros du siège, devient le choix évident pour succéder aux Carolingiens défaillants. En 888, il est élu roi des Francs de l'Ouest. C'est une révolution. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le roi n'est pas un descendant de Charlemagne. La dynastie carolingienne n'est pas officiellement terminée, elle alternera encore sur le trône, mais son monopole est brisé. Une nouvelle lignée, celle des Robertiens, ancêtres des Capétiens, a fait son entrée sur la scène de l'histoire. Une dynastie née non pas du sang divin, mais du sang versé sur les murailles d'une ville assiégée. L'héroïsme personnel d'un homme, dans le vide laissé par l'effondrement d'un système, a changé le cours de l'histoire. Eudes a gagné sa couronne non par héritage, mais par le mérite, par l'épée. Son règne sera difficile, contesté, mais il incarne une nouvelle idée de la royauté. Plus pragmatique, plus militaire, plus proche des réalités d'un monde où la survie se gagne chaque jour. Paris, la ville qui a tant souffert, sort paradoxalement grandi de l'épreuve. Son statut de simple bastion fluvial est transformé. Elle devient un symbole, la ville martyre dont la résistance a fait un roi. Son destin est désormais lié à celui de la nouvelle dynastie. Les cicatrices sur les bords de la Seine sont les marques de naissance d'une future capitale et, à long terme, d'une nouvelle nation. La France ne naîtra pas des cendres de l'Empire romain, mais des cendres du siège de Paris. La trahison de l'empereur a détruit un empire, mais la bravoure des assiégés a planté la graine d'un royaume. L'histoire est souvent ironique. La plus grande défaite politique du IXe siècle a accouché de la plus grande réussite politique des siècles à venir. L'histoire est souvent ironique, et sa mémoire est une chose encore plus étrange. La bataille pour Paris ne s'est pas seulement jouée sur les remparts, elle s'est poursuivie, pendant des siècles, sur les parchemins des chroniqueurs. Comment un événement est-il transformé en mythe ? Comment la mémoire collective choisit-elle ses héros et ses démons ? Notre connaissance du siège de Paris repose presque entièrement sur une seule source, un témoin oculaire, le poème en latin de Bellis Parisiaque Urbis sur le siège de la ville de Paris, rédigé par un moine du nom d'Abon le Courbe. Abon était à l'intérieur de la ville pendant le siège.
Il a vu les assauts, senti la faim, entendu les cris. Son témoignage est inestimable, mais ce n'est pas un rapport journalistique. C'est une épopée, un poème héroïque écrit à la gloire des défenseurs et tout particulièrement de son héros, le comte Eudes. Dans les vers d'Abon, Eudes est un Achille chrétien, un David affrontant le Goliath païen. L'évêque Gozlin est un Moïse guerrier. Les Parisiens sont des martyrs et des saints. Les Vikings, à l'inverse, sont dépeints comme des créatures démoniaques, une horde infernale vomie par l'enfer. Leurs chefs sont des tyrans sanguinaires, leurs guerriers des bêtes sans âme. Abon exagère les chiffres, prêtant aux Vikings une armée de 40 000 hommes et une flotte de 700 navires, des nombres astronomiques pour l'époque, destinés à magnifier l'exploit des quelques centaines de défenseurs. Il décrit des miracles, des saints intervenant dans la bataille, des interventions divines qui protègent la ville. Son œuvre est un chef-d'œuvre de propagande au sens noble du terme. C'est le récit d'un vainqueur moral destiné à forger une légende, à transformer une défense désespérée en un triomphe de la foi et de la civilisation contre la barbarie. Peut-on le lui reprocher ? Il écrit pour son temps, pour son public, pour son roi. Il crée le mythe fondateur dont la nouvelle dynastie a besoin. La bataille pour l'histoire est aussi importante que la bataille sur le terrain. De l'autre côté, du côté des Vikings, le silence est assourdissant. Comment cet événement si cataclysmique pour les Francs a-t-il été perçu par les hommes du Nord ? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Les sagas scandinaves, écrites bien plus tard, sont notoirement silencieuses sur le siège de Paris. Quelques inscriptions runiques mentionnent des hommes qui ont combattu en Francie occidentale, mais sans plus de détails. Pourquoi ce silence ? L'explication la plus probable est aussi la plus dérangeante pour la mémoire franque. Pour les Vikings, le siège de Paris n'était peut-être pas l'événement central de leur histoire. Ce n'était qu'une campagne parmi d'autres. Un projet commercial qui, malgré une résistance inattendue, s'est soldé par un succès financier considérable grâce aux tribus finales. Ils n'ont pas perdu à Paris, ils ont été payés pour partir. Dans leur logique de guerriers marchands, l'opération a été rentable. La gloire de mourir pour un lopin de terre n'était pas leur priorité. L'or et l'argent l'étaient. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Le grand drame existentiel des Francs était pour eux une simple ligne dans un livre de contes. Ainsi s'affrontent deux vérités, deux mémoires. Pour l'une, Paris est le lieu d'un miracle héroïque, la naissance d'une nation. Pour l'autre, ce n'est qu'une étape sur la route du butin, un souvenir peut-être, mais pas une légende. Cette dualité nous rappelle que l'histoire n'est jamais un monolithe. C'est une conversation, souvent un conflit, entre différentes perspectives. Le mythe de Paris, forteresse imprenable, et d'Eudes, sauveur de la chrétienté, a été si puissant qu'il a façonné l'identité française pour les 1000 ans à venir. Il a occulté la vérité plus trouble d'une ville sauvée par la lâcheté de son empereur et d'une victoire qui ressemblait étrangement à une transaction commerciale. La réalité est toujours plus complexe et moins glorieuse que la légende. La réalité est toujours plus complexe, et la leçon la plus dure du siège de Paris est que le tribut de Charles le Gros n'a absolument rien résolu. Payer un prédateur pour qu'il vous laisse tranquille ne fait que lui confirmer que vous êtes une proie rentable. L'argent a acheté 1 an de paix, peut-être 2, mais les Vikings sont revenus. Les raids sur la Francie occidentale n'ont pas cessé avec le départ de la Grande Armée. Ils se sont poursuivis de manière moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi destructrice. Des bandes plus petites, menées par d'autres chefs, ont continué à remonter la Seine, la Loire, à piller, à rançonner, à terroriser. Le roi Eudes a passé la majeure partie de son règne à leur courir après, remportant des victoires comme à Montfaucon, mais sans jamais pouvoir éradiquer la menace. Le problème était systémique. Les rois francs, qu'ils soient carolingiens ou robertiens, ont mis des décennies à comprendre une vérité fondamentale. On ne peut pas soudoyer les Vikings pour obtenir une paix durable. Chaque tribu versée est une graine de violence future. Il a fallu une nouvelle génération et un roi portant ironiquement le même nom que le Lage de Paris pour qu'une solution radicalement nouvelle émerge. En l'an 911, soit un quart de siècle après le Grand Siège, le roi Charles le Simple est confronté à une nouvelle invasion viking menée par un chef redoutable du nom de Rollon. Ce Rollon est peut-être l'un des vétérans du siège de 885. Il connaît la route de Paris, il connaît la faiblesse des Francs.
Après avoir subi une défaite près de Chartres, Rollon reste une menace majeure, campé à l'embouchure de la Seine. Charles le Simple, dont le surnom ne doit pas nous tromper sur son intelligence politique, décide de briser le cycle infernal de raids et de tribus. Il propose à Rollon un accord qui va changer la carte de l'Europe. Il ne lui offre pas de l'argent, il lui offre quelque chose de bien plus précieux, la terre. Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi Charles cède à Rollon et à ses hommes toute la région autour de Rouen, la basse vallée de la Seine. En échange, Rollon doit remplir 3 conditions. Premièrement, il doit se convertir au christianisme et être baptisé. Deuxièmement, il doit prêter un serment de vassalité au roi de France, devenant son duc et son obligé. Et troisièmement, la condition la plus importante, il s'engage à défendre le royaume contre les incursions de tous les autres vikings. C'est un coup de génie géopolitique. Charles le Simple, ne pouvant vaincre l'ennemi, il décide de l'intégrer. Il transforme le loup en chien de garde. Les plus féroces des prédateurs deviennent les gardiens officiels du royaume. Le territoire cédé, qui prendra bientôt le nom de Normandie, la terre des hommes du Nord, devient une zone tampon, un bouclier protégeant le cœur du royaume franc, et notamment Paris. Les barbares destructeurs sont devenus les protecteurs de la civilisation qu'ils étaient devenus piller. L'histoire est bouclée de la manière la plus inattendue qui soit. La solution au problème viking n'était ni la force brute, que les Francs n'avaient de pas, ni l'argent, qui ne faisait qu'attiser le feu. C'était l'assimilation. Les Normands, en 1 ou 2 générations, abandonneront leur langue, leurs dieux et leurs coutumes pour adopter la culture et la religion française. Mais ils garderont leur énergie, leur ambition et leur génie militaire qu'ils mettront au service de leur nouvelle patrie, avant de se lancer à la conquête de l'Angleterre, de l'Italie du Sud et de la Sicile. La défaite catastrophique de 886 a finalement conduit à la solution la plus brillante du siècle suivant. L'incapacité à vaincre un ennemi par les armes peut parfois mener à des alliances politiques qui redéfinissent le monde. Les héros de Paris ont sauvé leur ville, mais leur empereur a acheté une paix honteuse. Des années plus tard, un autre roi a cédé une partie du pays à ces mêmes ennemis pour garantir la sécurité du reste. L'histoire nous montre qu'il n'y a pas de solution parfaite face à une menace mortelle. Et vous, si vous deviez protéger votre foyer, que choisiriez-vous? Une bataille héroïque jusqu'au dernier homme, sachant la défaite quasi certaine, ou un compromis douloureux qui sacrifie une partie pour sauver le tout? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car ce dilemme, sous des formes diverses, ne cesse de se poser à chaque génération.